Metzinger et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur la chaîne Hop là Info. C'est un média alternatif local alsacien avec l'objectif de défendre la liberté de parole et le droit à l'expression pour tout un chacun. Nous allons à la rencontre d'acteurs locaux et de personnalités qui peuvent être éventuellement de passage en Alsace et qui méritent selon nous d'être découverts et entendus. Donc Jean, vous êtes alsacien, vous habitez à Lipsdorf dans le Sundgau. Vous êtes naturopathe depuis plus de 40 ans maintenant et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, paru en 2015, La santé, surtout la santé. Oui. Alors, avant de commencer, l'exercice va peut-être être un petit peu délicat au vu de votre longue expérience, mais pouvez-vous vous présenter en quelques mots, nous présenter, pour éventuellement ceux qui ne vous connaîtraient pas, votre parcours? Alors, tout d'abord, merci d'être venu. Je suis bien, comment dire, fier d'être considéré comme une personnalité qu'on peut fréquenter. Et donc, je suis né en Alsace, dans le bassin potassique. Mon père était ouvrier, travaillait aux mines de potasse. Et moi, j'ai commencé par là aussi. Et donc, les premières années de ma vie, ça a été comme tout le monde. J'ai vécu, j'ai été jeune. À l'époque, on s'amusait beaucoup, plus qu'aujourd'hui, malheureusement. Enfin, heureusement pour nous et malheureusement pour les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, le premier fait important de ma vie, ça a été à 15 ans. J'étais donc au lycée des mines à Pulversheim. Et puis, j'ai été vacciné par le BCG. Et conclusion de l'histoire, j'ai passé 2 ans à l'hôpital avec une pleurésie, primo-infection. Donc, à l'époque, ça ne m'a pas ébranlé. J'étais totalement loin de tout ce que je sais maintenant. Mais voilà, bon, c'est la vie qui a continué. Et puis, à 18 ans, je reviendrai sur le problème des vaccinations tout à l'heure. On aura le temps d'en parler. À 18 ans, j'ai créé un groupe de montagne. Donc, on était à peu près une 50aine de jeunes et j'organisais des sorties en montagne, des séjours à la mer, des séjours de ski, de camping. Enfin, on s'est vraiment bien éclaté pendant une quinzaine d'années. Donc, de 18 ans à peu près à 30 ans. Entre-temps, je me suis marié. J'ai eu des filles, de premières filles, de ma première femme, parce que j'ai divorcé après, par la suite. Et la vie s'est très bien déroulée. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Il y a 28 ans. Le déclic, un jour, dans les petites annonces mulhousiennes, un petit journal local, vous connaissez, il y avait un article, un petit entrefilet qui disait que 3 jeunes femmes cherchent un groupe pour aller en montagne. Bon, moi j'aime écrire, donc j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit, et ces jeunes femmes sont venues. Et l'une d'elles était végétarienne. Et donc on avait 28 ans à l'époque. Et elle nous a dit un jour, venez manger chez moi, je vous invite. Et donc on est allé chez elle et je vous assure, j'ai été jusqu'à 28 ans un Alsacien bon teint, un bouffeur de tout, de n'importe quoi. Je buvais pas, je fumais pas, j'étais beaucoup sportif, j'ai toujours été sportif. Mais disons au niveau de la bouffe, il valait mieux m'avoir, comme on dit, en photo qu'en pension. Je mangeais beaucoup. Et donc voilà, nous sommes invités à un repas végétarien. Et puis la première fois que j'ai mangé différemment, je vous assure, j'ai pas aimé. J'ai dit, elle s'appelle Christelle, je la connais encore, on est encore amis. Je lui ai dit, écoute, je fais pas bouffer ça, c'est pas possible, c'est pas bon. Et donc voilà, bon, on a quitté le repas, mais elle nous a dit, écoutez, emmenez des bouquins, lisez. Et dans la famille, on aime lire, on a tous des grands lecteurs. Et puis on a commencé à lire des bouquins différents. Ça se passait mardi, alors nous travaillions tous les deux à la direction des mines de potasse à Mulhouse. Le mardi, c'était ce repas. Et nous avons lu, on avait de bonnes places, et aux mines de potasse, à l'époque, dans les bureaux, on glandouillait, pour ne pas dire. Donc j'avais le temps de lire, je lisais au bureau, j'étais comptable à l'époque. Et le vendredi, en rentrant du travail, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On change ou on change pas? Alors on a dit tous les deux, on change. Alors on est allé à l'armoire, dans la cuisine, on a mis toute la bouffe du supermarché dans des cartons, on a amené ça à ma mère. Ma mère m'a dit, hé, t'es malade ou quoi? Bon, on était malade, on a changé. Ça, 3 jours pour la reconversion. Et donc, la vie a changé totalement. Moi, j'ai eu au début des problèmes de reconversion parce que j'étais un très grand carnivore. Je mangeais chez moi à la maison. Le régime, c'était viande matin, midi et soir. Le matin de la saucisse, à midi de la viande et le soir autre chose. Bon. Et donc, brutalement, du végétarisme total. Et mon organisme, au début, n'a pas très aimé. Donc, pendant 3-6 mois, j'ai été frileux comme pas possible. Et j'avais froid jour et nuit. Bon, ça a duré 3 mois, 4 mois, et ça s'est estompé. Depuis, voilà, la vie a continué. Donc,
après, j'ai commencé à faire des études de naturopathe. 2 ou 3 ans après notre reconversion au végétarisme, j'ai commencé à aller. Ça s'appelait l'IHMN, Institut d'hygiène et médecine naturelle. Hein. Donc, j'ai fait des études en France et en Allemagne, à la Heilpraktiker Fachschule de Saarbrücken. Hein. On a essayé à une époque donnée, les Allemands et les Français, au niveau de la naturopathie, on voulait faire un truc commun. Sauf que français et allemand, c'est pas facile à marier, hein, parce que pour des raisons culturelles, bon, enfin, je sais pas, bon, nous sommes des Germains en Alsace, et puis les Français de l'intérieur, comme on dit chez nous, ce sont des Latins. Donc ça a été un peu difficile, ça s'est pas fait vraiment. Mais en tout cas, j'ai fait les études des deux côtés. J'ai eu des diplômes des deux côtés, de naturopathe, je suis devenu iridologue, hein, donc je fais des bilans de santé par l'iris. J'ai fait ça pendant 40 ans. Et ce qui va être interdit prochainement, hein, vous avez entendu, le gouvernement, l'Ordre des médecins, veut passer une loi comme quoi l'iridologie sera interdite en France. Et puis le temps a passé, donc nous étions végétariens, nous avons commencé à créer une association qui s'appelait à l'époque Binaturel, enfin c'était une association au niveau national français. Je suis devenu vice-président dedans, on a créé Binaturel. Et puis, quelques années plus tard, donc j'ai changé de nutrition en 1975. Le millénaire dernier, le siècle dernier, le millénaire dernier. Ça fait loin, hein? Et donc, aux environs de 1985, l'idée m'est venue de créer un centre. Et on a créé un centre de santé qui est à Levancourt, à 3 villages d'ici. On a construit un centre, et là, ça a coûté beaucoup de peine, d'argent et de motivation. Parce que, bon, l'argent, on ne l'avait pas. Pour construire un centre, on a construit un centre de 600 mètres carrés, 15 chambres, et on recevait des gens. Alors, à l'époque, pour pouvoir trouver l'argent et pour pouvoir nous financer, j'ai réussi à convaincre 110 familles exactement, de verser tous les mois une petite obole pour qu'on puisse payer les crédits des banques. Voilà, donc on a construit nous-mêmes ce centre, avec l'association que j'avais créée à l'époque. Hein, et on a créé nous-mêmes, on a mis 2 ans à construire ce centre. Et donc après, on recevait des gens. On a reçu des gens qui n'avaient rien, qui venaient pour apprendre. On a reçu des gens qui avaient des cancers, des scléroses en plaques, des polyarthrites, quelques cinglés, hein, aussi, hein, bon, qui étaient un peu à l'ouest. Et puis ça a duré 7 ans. Et ce centre, au bout de 7 ans, on a dû fermer pour des raisons financières. Pourquoi? Parce que, le changement alimentaire est très difficile. Hein. On change plus rapidement de femmes, de politique, de femmes ou de mari, hein, ou de conjoint en tout cas, de politique, de religion, de parti, aujourd'hui même de sexe, que de bouffe. Hein. Changer la nutrition, c'est certainement, à mon avis, maintenant, après 50 ans d'expérience, le plus dur pour l'être humain. Oui, oublier ses habitudes de jeunesse, tout le pain, beurre, confiture et manger autrement, c'est très difficile. Et si j'ai un petit regret dans ma vie de naturo, c'est que je ne sais pas combien de personnes j'ai déjà contactées. Au fur et à mesure des conférences, des séminaires, j'ai fait longtemps des séminaires en Autriche, 2 par an, de 8 jours chaque fois. J'ai été longtemps en Allemagne pour faire des foires et tout ça. Quand je vois le nombre de gens qui sont restés branchés là-dessus, c'est pas très, comment dire, c'est pas très édifiant, hein, il n'y en a pas assez. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ça fait 50 ans que je n'ai pas vu de médecin, moi. Ça fait 50 ans que je fais de la course à pied, j'ai déjà dû courir 2 ou 3 fois le tour de la Terre. J'ai couru et je cours encore, disons, maintenant 50-70 km par semaine. Je faisais 100 km quand j'étais un peu plus jeune. Je suis encore jeune, mais moins jeune qu'avant. Donc, là, ce que j'ai fait, ce que je pratique, et tout ce que j'enseigne, je le pratique moi-même. Ce n'est pas des trucs que j'ai entendus et que j'ai fait. J'ai expérimenté, j'ai mis un truc au point, l'alimentation bioclimatique, comme je l'appelle. Et puis, c'est ce que j'enseigne et je pratique moi-même. Et ma famille, j'ai 6 filles aussi. Hein, vous voyez un peu pourquoi je quittais la maison. Hein, parce qu'avoir 7 femmes à la maison avec tout seul comme mec, c'est un peu dur parfois. donc, mais j'aime bien mes filles m'aiment bien. Et juste un mot sur mes filles pratiquent peu ou pour la même chose parce qu'elles se sont mariées. Alors il y a des gens qui sont un peu moins réceptifs, évidemment, la vie est la vie. Mais tout le monde a profité des bienfaits de notre changement alimentaire parce que personne chez nous n'est malade. Voilà. 77 ans, sans médecin, sans médicaments, sans aucune analyse. J'ai plus fait d'analyse de tout ce temps-là. Donc, c'est bien. Alors après, le centre a fermé. Hein. On a dû vendre le centre parce qu'on avait des dettes auprès de la banque et qu'à l'époque,
le taux de l'époque était 7%. Actuellement, il est de 4%, on peut plus acheter. Alors, vous voyez un peu avec 7%, ça donnait. Et puis, la vie a continué. Je fais des consultes, j'organise des sorties en montagne. J'essaie de plaider à droite à gauche. Je fais des conférences quand quelqu'un me demande. Je suis actuellement en train de baratiner le proviseur du collège de Ferrette. Peut-être à la rentrée, il y aura une conférence pour les écoliers, pour les collégiens, peut-être. Hein, parce que quand on est non-médecin, comme je le suis, hein, parce qu'on n'est pas reconnu, parler à l'éducation nationale, c'est pas donné. Hein. Alors je ne sais pas comment ça se passera. Voilà un peu ma vie, voilà. Donc je vais rebondir sur ce que vous disiez, on va rentrer dans le vif du sujet. On voit beaucoup un engouement pour le coaching alimentaire depuis plusieurs décennies, pour plusieurs raisons, hein, soit pour perdre du poids, pour une question d'esthétique, ou tout simplement pour améliorer aussi sa santé. Mais force est de constater en effet que rares sont ceux qui arrivent à tenir le cap sur le long terme. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cette démotivation peut-être en chemin, et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement préconiser pour réussir une nouvelle orientation alimentaire, quelle qu'elle soit ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, changer de nutrition, c'est difficile. Nous avons des habitudes qui sont ancrées profondément en nous parce qu'on a été élevé d'une certaine manière, et changer, c'est difficile. Et voilà, alors, les raisons profondes, j'en sais rien. C'est l'homme aime il faut tout de suite, hein, ça ne va pas comme ça. Aujourd'hui, tout le monde zappe, on zappe constamment dans tout, hein, dans tous les domaines. Alors, au niveau de la bouffe aussi, aujourd'hui, on a 36 méthodes différentes. Hein. Il y a partout des gens qui s'érigent comme nutritionnistes. Hein. Ils font 3 mois de changement alimentaire et déjà, ils sont nutritionnistes. Ça va pas. Il faut du temps. Il faut laisser, comme disait Mitterrand, il faut laisser du temps au temps. Et quand ça, c'est pas fait, bah, ça ne va pas. C'est tout. Alors, je reviens à mon exemple parce que comme c'est moi que vous avez trouvé, au début, le début, il faut croire à celui qui vous raconte. Alors, il y a un petit dicton qui dit le maître paraît quand l'élève est prêt, hein, pas bon. Hein. Le maître, c'est pas forcément, c'est un bouquin, c'est une personne, c'est une idée ou n'importe. Quand on n'est pas prêt, on ne bougera pas. Hein. Il faut qu'il y ait une raison qui fasse avancer une maladie, peut-être, ou une idée, ou une copine qui vous invite à manger différemment, comme ça a été le cas chez nous. Voilà, bon, ça déclenche. Et après, persévérer dans le domaine, c'est difficile. Et pour une raison peut-être plus importante que les autres, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'aime lire. C'est dans les bouquins qu'on apprend la vérité. Hein, il faut lire et expérimenter. Et il est écrit aussi, essayez toute chose, ne retenir que ce qui est bon. On essaye, et quand on s'aperçoit que ça ne va pas, on bouge. Moi, je peux vous dire, quand j'ai commencé, j'ai dit, je fais du végétarisme, j'ai fait 10 ans. J'ai été 10 ans totalement végétarien. J'ai dit, je fais du végétarisme à condition que ça me garde la pêche. Hein. J'ai toujours été un garçon relativement vital. Hein. J'ai bien hérité, merci mes parents, ou le bon Dieu, ou la nature. Et puis, je me disais, si ça marche, je continue, et si ça ne marche pas, je cherche où est le problème. Et c'est ça que les gens ne font pas, la remise en cause systématique. J'avais hier quelqu'un en consulte qui va qu'une fois par tous les 10 jours aux toilettes. Il faut se remettre en cause. Oui. Alors aujourd'hui aussi, quand on regarde un peu le monde d'aujourd'hui, où n'y a-t-il pas de malade? Quelle famille peut se targuer où il n'y a pas de malade? Tout le monde est malade, tout le monde va voir le médecin. Et voilà. Et donc il faudrait qu'on se pose des questions, mais elles ne se les pose pas. Pourquoi? Parce que le confort de la vie, il faut que tout soit bien, il faut que ça fasse du bien quand ça passe derrière la cravate, et ainsi de suite. Hein. Donc changer, c'est difficile hein, pour l'être humain. Alors le reste, il faut se motiver. Hein. Et alors la motivation, où la trouver, je ne sais pas. Chacun doit chercher la source de la motivation en lui. Hein. Oui, après c'est peut-être aussi plus difficile dans la mesure où on est dans une société d'abondance, où on a tout à disposition, on peut avoir des fraises en hiver, des tomates en hiver, des choses qui viennent de l'autre bout de la planète. Ça ne doit pas aider, surtout selon le modèle alimentaire. Donc là, ça me fait une transition vers la question suivante. Vous faites partie des personnes qui sont convaincues des bienfaits du crudivorisme. D'un autre côté, la cuisson aurait favorisé l'encéphalisation des hommes préhistoriques, parce qu'en faisant cuire les légumes ou les racines ou autres, nos ancêtres auraient permis au cerveau d'accéder plus facilement et de manière plus importante à des molécules qui sont justement importantes pour son développement. Alors, quel est votre point de vue sur le sujet du crudivorisme et éventuellement leurs détracteurs? Oui, de toute façon, il y a un premier point qui est visible pour tout le monde. Hein. Dans la nature, tout est cru. Premièrement. La deuxième chose, c'est que le monde sauvage, tous les animaux qui mangent cru intégralement, comme la nature l'a prévu pour eux, il y a des lois.
Hein. Sur la Terre, il y a des lois, on respire de l'oxygène et pas de l'azote. Hein. Donc, on a des lois alimentaires qui existent et qui devraient être respectées, qui ne le sont pas. Alors, quand on voit le monde animal, le monde sauvage, je vous défie de me montrer une photo de défense d'éléphant carrier. Hein. Ça n'existe pas. Personne n'a encore jamais vu ça. Je vous défie de trouver une seule abeille qui trempe son groin toute la journée dans le pollen qui soit allergique. Je vous défie de trouver une girafe qui a besoin d'aller voir l'ostéopathe parce qu'elle a des problèmes de sa colonne vertébrale. Alors pourquoi les animaux qui sont censés être sous notre règne à nous, l'évolution supérieure de la vie sur Terre, pourquoi les animaux arrivent à ne pas être malades et que nous, les humains, nous sommes totalement, tout le temps, et nous mourrons malades? Là, il y a un problème qui est visible. Donc le crudivorisme, dans son expression la plus large, est notre nourriture. Sauf que nous avons aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous dégénérons depuis 10 000 ans, parce que quand les communautés humaines se sont façonnées, disons, il y a à peu près 10 000 ans, on a commencé à quitter les lois de la nature. Avant, l'homme était chasseur-cueilleur, il mangeait ce qu'il trouvait, il tuait, il mangeait ce qu'il trouvait. Et au fur et à mesure que la société s'est mise en place, on a commencé à prendre des moyens technologiques, entre parenthèses, primaires au début, et puis l'agriculture et tout ça. Et on a changé notre mode alimentaire, et c'est ce qui a fait que les problèmes sont venus en même temps. Hein? Mais seulement aujourd'hui, il y a un problème de retour en arrière, parce que j'ai connu les papes du crudivorisme allemand, parce que j'ai bien beaucoup fréquenté l'Allemagne pour ces choses-là, qui disaient, même en France on le disait, il faut 7 ans pour refaire toutes les cellules. Ça c'est fou. La vie humaine, une fois qu'on est arrivé à notre stade d'évolution, à nous, maintenant en 2023, retourner au crudivorisme intégral tel que la nature l'a prévu, c'est impossible. C'est totalement impossible. Il y a des fruitariens, je sais qu'il y a je connais des gens assez proches qui disent qu'il faut manger des fruits et tout ça, crus intégralement. Pour l'homme, à longue échéance, ce n'est plus possible aujourd'hui parce que nous sommes dégénérés. Qui de nous a encore 32 dans la bouche intacte? Nous sommes dégénérés. Qui de nous pourrait survivre l'hiver dehors? Parce que quand je rencontre des gens qui parlent du cru intégral, lui, il faut. Je leur dis, essaye donc d'aller vivre dehors en hiver. Ou alors, faites encore mieux, foutez-vous, pas aller dehors vivre. Pour voir 2 jours, vous rentrez, vous êtes malade. Donc, le crudivorisme, le cru intégral n'est plus possible. Alors, il faut humaniser le cru pour il faut relativiser, il ne faut pas vivre dans l'absolu, ça n'existe plus. L'absolu n'est plus ce monde. Hein. Nous sommes pollués, nous sommes dénaturés, nous sommes tout ce que vous voulez. L'absolu total n'est plus possible. Donc, on relativise, on fait ce qu'on peut, et le reste, on se le pardonne. Voilà comment il faut vivre. Et si quand on fait ça, on vit beaucoup mieux, et on a certainement une santé meilleure. Vouloir être absolument crudivoriste et faire des conneries comme j'en ai vu, vous savez, il y a le crudivorisme. Et je parle notamment du fruitarisme, tue. Je dis bien tue, je précise, tue. Quand on est trop axé sur les fruits à longue échéance, je dis à longue échéance, la vie n'est plus possible. On s'amaigrit, on se dévitalise et à la fin du compte, j'en connais quelques-uns, vous avez des échalasses 1,80 m et 52 kg. On ne peut quand même pas dire que c'est la santé, ça, non? On dit on mange cru, on est près de la nature. Non, c'est faux. Ça, il faut l'oublier. Donc, il faut relativiser. Il faut essayer de manger le plus cru possible et de respecter le mieux possible les lois de la nature. Voilà, c'est comme ça que moi je conçois les choses. Hein. Bon. Très bien. Alors, revenons justement sur le fait que vous mettez une certaine fierté à montrer que vous n'avez pas vu de médecin depuis 50 ans. Quel est votre secret à ce niveau-là? Vous mettez vraiment en application ce que vous prenez et éventuellement, pour aller un tout petit peu plus loin, quel regard portez-vous sur le système de santé actuel en France? Alors le système de santé actuel, je dirais que c'est le système de maladie. Hein. Il y a une phrase de Jean Rostand, un biologiste, hein, qui a dit il y a très longtemps dans son bouquin Le droit d'être naturaliste, il a exprimé ma pensée profonde. Enfin, moi, je répète ce qu'il a dit. La médecine est pourvoyeuse de tard, elle se recrute des clients, et elle crée des hommes affaiblis qui auront besoin d'avoir recours à elle. Tout est dit. Il ne faut quand même pas penser qu'un médicament chimique peut vous aider à guérir de quelque chose. Il vous enlève le symptôme. Quand vous avez mal au crâne, vous prenez, je ne sais pas quelle connerie, et du Doliprane, et puis ça s'enlève. Mais le problème n'est pas réglé. Si vous avez mal au crâne, c'est parce que, en général, 99% des mal de crâne viennent de l'intestin. Parce qu'on digère mal. Parce qu'on mange mal. Et ça n'a rien à voir avec la médecine, fait du pognon. Aujourd'hui, les premiers médecins, d'ailleurs Hippocrate disait que tes aliments soient tes médicaments. Tout est dit. Et moi, j'essaie d'appliquer ça.
Par contre, les premiers médecins, les premières personnes qui sont penchées sur la santé des autres, c'était des religieux qui soignent en même temps l'âme et le corps. Hein. Parce qu'on s'entende bien, parce que ça me le dit aussi, oui, la bouffe, c'est pas tout. Non, la bouffe, c'est pas la bouffe, c'est la plus importante des choses secondaires. Il faut manger sainement, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout le reste de la vie. Hein. Il faut essayer d'être joyeux, il faut être optimiste, il faut voir la vie du bon côté, c'est possible, c'est difficile aujourd'hui. Et voilà, il n'y a pas que la bouffe, mais la bouffe est le point clé. Quand vous écoutez la radio, hein, quand on écoute la radio, qu'est-ce qu'on fait? On met notre radio, n'importe quoi, notre source de musique, on fait que ce soit 5 sur 5 pour écouter la musique. Quand on veut écouter la musique cosmique, et là je parle un peu du spirituel, hein, sans être religieux, quand on veut écouter la musique cosmique qui est accordée à nos cellules, ben, il faut aussi mettre nos cellules sur le 5 sur 5. Donc une cellule qui est saine, qui est nourrie correctement, entendra mieux les voix de la nature qu'une qui ne l'est pas. Quand on est malade, quand on a mal aux dents, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous croyez qu'on pense à un autre? Quand on a mal aux dents, on pense à soi, merde, j'ai mal aux dents. On ne pense pas à aider les autres. Donc pour aider les autres, ça c'est mon avis profond, il faut essayer d'être le plus sain possible. C'est comme ça qu'on peut aider. Quand on est malade, on n'aide personne. Hein. On demande de l'aide. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dur peut-être, mais bon. Non. Mais oui, de toi, le ciel t'aidera, comme dit l'adage. Faut commencer par soi-même pour ensuite éventuellement. Tout à fait. Alors, question suivante, vous dites que nous devons donc suivre ce que la nature a prévu pour nous, et donc aller à l'encontre, c'est néfaste pour notre santé. Que pensez-vous d'un sujet assez actuel de l'introduction de farine d'insectes dans nos aliments? Est-ce que pour vous, ce serait contre nature? Je vais vous répondre. J'ai une amie, nous avons une amie qui est mauricienne. Hein, donc elle est mariée à un instituteur de Saint-Louis et puis elle est mauricienne et quand elle retourne à l'île Maurice, elle mange des insectes crus parce qu'elle a appris ça dans sa jeunesse. Alors l'insecte en soi n'est pas le problème, c'est ce qu'on va mettre dans la farine d'insecte qui est le problème. L'oxyde de graphène pour nous brancher sur la 5G, ça c'est le problème, mais l'insecte en lui-même n'est pas un problème. Je crois même, disons, je crois que l'homme n'est pas fait pour manger du bœuf. Un steak, c'est pas pour nous. Par contre, les petits animaux, hein, tout ce qui est petit, tout ce qu'on peut attraper avec nos mains, et les insectes, je crois que ce serait une protéine qui serait bonne pour nous. Hein, mais seulement, moi j'ai essayé de manger les insectes, mais quand on n'a pas l'habitude, hein, c'est pas évident. Il y a un pote, un ex-énarque pour une combi qui a écrit un bouquin, m'a dit avec les insectes, hein, il allait vivre sur une île déserte et il ne mangeait que des insectes. Hein. C'est possible. Maintenant, est-ce que manger que des insectes, je ne pense pas que ce soit la panacée totale. Hein, parce que pour moi, les protéines, c'est une partie de notre vie, c'est pas tout. Hein. Mais je ne pense, les farines, le problème de ce qui va se passer maintenant avec les farines d'insectes, c'est qu'on va mettre là-dedans tout et n'importe quoi. Ces insectes vont être élevés comme les bœufs, vont recevoir des produits chimiques pas possibles pour que ça devienne plus gros, plus ceci, plus cela. En plus, on va introduire des produits toxiques là-dedans, comme l'oxyde de graphène, le fameux oxyde de graphène. Et puis voilà, et on donne ça aux gens pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur santé. Alors donc, non, ce qu'on veut vendre là, non. D'ailleurs, en Chine aussi, on mange des insectes. Hein. Depuis des millénaires, hein. Personne n'est mort. Hein. Alors, changeons un petit peu de domaine. Vous êtes l'auteur d'une lettre mensuelle que vous adressez régulièrement à vos abonnés, qui sont tout de même plus de 1000 outre-Rhin inclus. On y retrouve des poésies engagées dans lesquelles vous portez un regard critique sur notre société. Quels sont les sujets de prédilection que vous dénoncez dans cette lettre mensuelle? Bah, disons, vous savez, moi je suis né à une époque hein, où la vie était belle. Quand je le dis à mes filles, hein, l'aînée a 47 ans, la dernière a 28. Hein, ma jeunesse était plutôt souriante. Hein. Nous n'avions pas de sida, pas de question de sida, pas de drogue, pas de guerre avec Poutine, pas de ceci, cela, pas de Covid. La vie était belle. Hein. Alors, le regard que peut porter un mec de ma génération sur ce qui se passe actuellement, c'est dramatique. Hein. On est en train de démolir notre civilisation. Et le problème, c'est que l'essentiel de la société dehors, hein, il y a une petite caricature qui vient de sortir qui raconte tout. Elle dit 1% de la population utilise 3% d'idiots utiles pour contrer 5% de gens qui ont réfléchi et qui ont compris. Et il y a 91% de gens qui dorment. Et je crois que c'est pas loin de la réalité.
Hein. Le problème, vous savez, j'ai participé au marché anti-Covid à Mulhouse, hein, 40 ou 45 fois j'étais là-bas, tous les samedis à tourner en rond comme une bourrique. J'ai essayé de convaincre à droite à gauche des gens qui nous regardaient. Mais c'est la croix à la bannière. Le problème, c'est que la plupart des humains, 91%, 90% des humains, sont trop loin de la première marge de la compréhension de la vie. On ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas les moyens de même chercher à s'informer. J'en connais dans le village ici, hein, je rencontre parfois des gens quand on se balade, quand on promène nos chiens ou n'importe. Nous sommes, il y a une élite qui veut nous réduire. Alors là, on peut parler, vous connaissez certainement les Georgia Guidestone, hein, le monument qui a été érigé en Amérique, hein, qui s'est fait sauter. Hein, donc il a d'abord été, enfin on a essayé de le faire sauter, puis après, je pense que les autorités l'ont enlevé totalement. Hein. Donc sur ces Georgia que j'invite tout le monde à consulter, à Internet, Georgia Guidestone, on trouve, il y a les 10 commandements du monde nouveau. Les 10 commandements qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais du monde nouveau. Et les 2 premiers sont les plus intéressants. Parce que quand on prend ces commandements dans leur ensemble, en les regardant d'un œil, comment dire, naïf, ça va plutôt dans le bon sens. Sauf les 2 premiers. Mais le reste, sauvegarder la planète, on est tous d'accord qu'on pollue la planète, qu'on a pour l'air. Hein. Mais les 2 premiers, c'est lesquels? Alors le premier, c'est la cerise sur le gâteau, c'est réduire la population humaine à 500 millions. Donc dans ces 500 millions, nous avons Jacques Attali, pour ne pas le nommer, il a dit qu'il fallait 100 à 200 millions de personnes de haut niveau, les élites, les fameuses élites, avec un Z, pour que ce soit bleu. Et donc ces 100 à 200 millions d'élites devraient être nourries, logées, le travail devrait être fait pour elles par 200-300 millions d'esclaves. Et le reste de l'humanité, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut que ça disparaisse. Et c'est pour ça qu'on a inventé le vaccin anti-Covid. Je vais encore vous dire quelque chose au niveau de l'alimentation. Moi, quand j'ai changé, au début, je me disais, les multinationales de la bouffe, parce qu'on ne peut pas dire ça de la nutrition, donc tous les supermarchés, tout ce qui est vendu, au début, je pensais pardon, que c'était uniquement l'appât du gain, que ces gens-là faisaient ça pour gagner du fric. Mais depuis 2018 ou un peu avant, parce que nous on est depuis longtemps des contestataires, hein, dans la famille, hein, j'ai changé un peu, j'ai ajouté un truc, je crois que c'est fait exprès, je crois que depuis 50 ans on nous empoisonne consciemment. Je crois qu'on a tout fait on a mis dans la bouffe, dans la nutrition, je ne dis pas la nutrition, c'est la bouffe, dans la nourriture de tous les jours des humains, on a mis ce qu'il fallait pour nous décerveler. Hein. Et aujourd'hui, la plupart, on est en voie d'active crétinisation, hein, sur la planète. Hein. Quand on voit le manque de réflexion, quand on voit dans tous les domaines, hein, c'est fabuleux, enfin fabuleux, dans le mauvais sens. Hein. Donc ça, j'ai changé, oui, je crois qu'on a fait sciemment, depuis 40-50 ans, ce qu'il fallait pour nous rendre cons. Et pour ceux qui voudraient voir un peu là-dedans, il y a 2 beaux bouquins à lire, hein, que j'ai lus il y a 45 ans, quand je suis entré dans cette religion, entre parenthèses, dans cette secte, comme on dit. Maintenant, on me dit complotiste, avant on me dit sectaire, on me disait ayatollah. Aux mines de potasse, quand j'ai commencé, on me traitait d'ayatollah. Bon, enfin bref. Donc, il y a 2 bouquins que je conseille tout le monde de lire. C'est le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, hein, et Orwell, 1984 de George Orwell. Tout est dit, si vous lisez ça, vous avez la marche de la société telle qu'elle se fait actuellement. Et puis après, vous avez un bouquin que je ne vous conseille pas de lire parce qu'il est sirupeux, il est lassant. C'est le bouquin de Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est l'homme qui a créé le forum de Davos, hein, là où les milliardaires se réunissent pour savoir comment nous tuer. Et donc, mais il faut lire des bouquins qui expliquent ce que Klaus Schwab dit dans son bouquin. Donc le bouquin s'appelle Le Grand Reset. Vous lisez, par exemple, Modeste Schwartz, qui a écrit Le Magicien de Davos, qui vous explique le pourquoi du comment. Et pour en revenir à mes commandements de George Guidestone, donc le premier, c'est diminuer l'espèce humaine par tous les moyens, hein, et on est en train de les employer. Et le deuxième, c'est de faire du transhumanisme, hein, c'est de créer une espèce humaine au-dessus de l'humanité. Hein, voilà, les deux qui portent à une conséquence néfaste sur notre survie même. Vous savez, j'entends les ésotéristes qui disent qu'il y a des entités supérieures, il y a ceux-ci, et les croyants des témoins de Jéhovah. Et je recevais beaucoup les témoins de Jéhovah, je ne reçois plus parce qu'ils ont mis le masque. Hein, et j'ai dit, si vous croyez en Dieu, vous ne mettez pas de masque. C'est parce que si vous croyez en Dieu, vous acceptez qu'il vous tue avec un virus, si déjà il y a un virus.
Ce qui n'est pas le cas, mais bon, voilà. Donc, quand on entre un peu dans le domaine spirituel, il faut quand même faire la part des choses. Hein. Le bon Dieu nous a créés, nous sommes des êtres humains, et nous avons, nous, tout ce qu'il faut pour nous défendre pour vivre, pas pour nous défendre, pour vivre. Hein. On respecte les lois, on est gagnant. On ne les respecte pas, on est perdant. La nature est une très bonne mère quand on l'écoute, et c'est une vraie salope quand on n'écoute pas. Voilà. Très bien. En tout cas, merci pour ces conseils de lecture. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant sur cette chaîne, notamment des conseils pour la jeunesse, qui lit beaucoup moins que dans les générations précédentes. Petite précision sur... Mais pendant qu'on est en train de parler de jeunesse, il y a un bouquin qu'il faut qu'il lit. Vous savez, mes filles sont toutes contestataires. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je leur ai appris à être contestataires avec l'esprit critique. Mais aujourd'hui, il y a un bouquin qui est sorti que tous les jeunes devraient lire, hein, parce que aujourd'hui, les 95% des jeunes passent le bac, et n'ont pas les capacités pour le passer, on est d'accord. Ils ne savent plus ni lire ni écrire, hein, là, pour la plupart. Hein. Je vais même plus loin. En Amérique, je viens d'entendre ça, en Amérique, on fait encore mieux aux États-Unis. Figurez-vous, vous n'avez aucun diplôme, vous êtes dans un métier quelconque, vous avez 10 ans d'ancienneté, on vous donne le diplôme. Vous n'avez plus besoin de le passer, c'est pas bien ça. Et en France, il y a Jean-Paul Bricelli, qui est un universitaire, qui a écrit un bouquin, La fabrique du crétin. Alors moi, je conseille à tous les parents de lire ça. Quand on lit ça, on est édifié. Hein. L'éducation nationale est faite pour décerveler les jeunes. Oui, il explique dans sa carrière, en fait, il a constaté que ce qu'il pensait qui était en gros un hasard était en réalité plus qu'un hasard et voulu. Il y a quelques entretiens très intéressants pour ceux qui seraient peut-être allergiques aux livres, malheureusement. Et c'est vrai que, mais pour petite anecdote par rapport à Klaus Schwab, dont j'avais lu son livre avec Thierry Malray, Covid-19, j'avais lu aussi le précédent, La 4e révolution industrielle. Oui. Et pour ceux que ça intéressera et qui aiment lire, sur la 4e de couverture, vous avez un commentaire élogieux d'un jeune et sémillant ministre à l'époque de l'économie qui s'appelle Emmanuel Macron et qui recommande ce livre. Voilà, comprenne qui pourra. Voilà, quittons un petit peu le sujet, les sujets peut-être un petit peu anxiogènes. Vous organisez fréquemment des randonnées pédestres dans le massif vosgien, près d'ici. Et de manière générale, votre public vient en nombre. En moyenne, vous avez très souvent une soixantaine de personnes. Hein, disons une quarantaine. En moyenne, il y a eu plus. Hein, il y a 80, on a déjà eu le maximum, c'était 120 une fois qu'on était. Hein. Rassemblement. Là. En tout cas, vous avez toutes les générations aussi dans ces randonnées qui peuvent être représentées. Disons là, pour les générations, je crois... Vous savez, le problème de la génération actuelle, enfin du temps actuel, pas de la génération, parce que les anciens sont pris de la même manière, hein, c'est le smartphone. Oui. Si le danger suprême de l'humanité, ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas Poutine, ce n'est même pas la santé, c'est le numérique. Si quelque chose doit nous tuer, ce sera le numérique. Parce qu'on est tellement dépendant de cette merde, la plupart. Hein. Moi, j'en ai pas. Hein. Je vous rassure. Je vais encore vous dire quelque chose hein, pour tous ceux qui écouteront cette vidéo. La télévision est entrée chez nous, chez la famille Hunziker, quand j'avais 70 ans. Et là, mes filles m'ont cassé les pieds parce qu'ils disaient « Ouais, toi, tu fais beaucoup de sport et maman est toute seule à la maison. » Donc, on a la télévision depuis 7 ans. Hein. Mais toutes mes filles ont été élevées sans télévision. Les bouquins, tout le monde lit chez nous, hein, je vous l'ai dit. Tout le monde lit à cause de ça. Et on discutait beaucoup, on a eu des discussions assez, parfois, comment dire, tendues. Parce que quand vous avez des gamines, j'en avais 3, les 3 dernières étaient à peu près adolescentes en même temps, vous voyez un peu, vous avez l'information de la classe, de l'extérieur, et puis vous avez papa qui vous parle d'autre chose. Hein. Bon, il y a eu quelques frictions, mais tout le monde a appris à réfléchir. Voilà. Et donc, moi je conseille à tout le monde, lisez. Sans lecture, rien ne marche vraiment. Oui, il faut essayer vraiment de limiter les écrans, c'était le sens de la question, c'est-à-dire qu'à l'époque du tout, pardonnez-moi le terme, distanciel, tout ce qui va être télétravail, le smartphone, où on constate un paradoxe, c'est par la connexion, les gens sont totalement déconnectés, en fait, de la réalité qui les entoure. C'est ce que cherchent les mondialistes, hein, à nous individualiser pour mieux nous dominer. Bien sûr, tout ce qui est réseaux sociaux, où les gens peuvent se lâcher, puis en réalité ne font plus rien dans la vie réelle. Pour revenir justement à ces randonnées que vous organisez, quelle importance est-ce que vous accordez à ces rassemblements en présentiel, si on peut utiliser Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais créé un groupe de montagne quand j'avais 18 ans. Donc, on a duré 15 ans, le temps qu'arrivent les premiers enfants. Après la vie de chacun, voilà, on a eu des enfants tous. Et ces 15 ans, on a vraiment très bien vécu parce que le contact humain était chaleureux. Hein. On était des amis, on rigolait ensemble, on a rigolé comme j'ai souvent dit à mes filles, je vous souhaiterais de trouver un groupe comme nous on était. On rigolait tout le temps. C'était
C'était de la fête. Voilà. On se réunissait, c'était la fête. La semaine, on allait au boulot où on faisait ce qu'on devait faire. Pour se retrouver le vendredi soir, on partait, on avait nos sacs au dos, on partait en vélo, en voiture, camper, tout comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les sorties que je fais, c'est pour le but final, le mien. Le but final de ces rencontres, de ces sorties extérieures, enfin en montagne aujourd'hui, de ces randonnées, c'est d'aguerrir les gens. Chaque fois qu'on sort, j'essaie d'avoir un petit sujet pour informer tout le monde, parce que même dans les réveillés ou dans les éveillés, il y a beaucoup de gens qui sont encore ignorants de beaucoup de choses. Hein. Donc ces rencontres permettent d'échanger, de partager et de faire avancer tout le monde et de faire... Moi j'aimerais créer un groupe de combat. Alors quand je dis combat, des gens qui sont vraiment solides dans leur mental d'abord, hein, pour qu'un jour, parce que ça viendra, hein, au rythme où on descend la pente, et il y a peut-être la guerre civile ou autre chose, la famine qui viendra, parce qu'on est en train de l'organiser. Hein. Donc il faudra qu'on soit des gens déterminés pour passer le cap. Le chaos, on va rentrer, à mon avis, le chaos, on va y rentrer. Hein, ça me paraît inéluctable par contre. Pour en sortir, il faut être déterminé, combatif. Hein. Et c'est les sorties que je fais actuellement, c'est pour ça que je les fais. On rigole bien, on s'amuse bien, voilà, et on a des discussions qui ne portent pas toutes sur la situation actuelle. Mais mon but, c'est de créer un groupe de combat. Alors combat dans le sens noble du terme, hein, on s'entend. Hein. Dire qu'il y a 30 ou 40% de personnes qui sont vaccinées pour pouvoir aller au restaurant, mais il faut être malade. Ouais, le confort nous a tués hein, aussi, hein, nous a diminué, pas tués, mais diminué. Il y a encore des gens combatifs, hein, vous savez. Alors là, pour revenir aux jeunes et aux moins jeunes, dans les manifs que j'ai fait à Mulhouse et dans les sorties dans les Vosges, hein, l'essentiel des gens a plus de 50 ans. Les jeunes sont coincés sur leur truc, hein, sur Netflix et sur Facebook, et puis ils se racontent des conneries, et ne comprennent pas. Il faut leur aussi, comment dire, on peut peut-être leur trouver une excuse. Ma génération, on a vu avant et on voit maintenant. Tandis que les jeunes de maintenant ne voient que maintenant. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Hein. Nous, on le sait, moi je le sais, les gens de mon âge savent ce qu'on a vécu et ce qu'on vit maintenant. Mais les jeunes n'ont pas ce loisir. Donc voilà pourquoi on peut peut-être les excuser. Encore une chose, hein, parce que je ne suis pas anti-jeune, personnellement. On aurait eu les moyens technologiques quand j'avais 15 ans, on aurait sombré pareil. Hein. On n'est pas devenu plus intelligent ou moins intelligent. On a fait d'aujourd'hui... Moi, quand nous on allait en classe en 50, 60, l'éducation nationale cherchait encore à nous élever, à élever le peuple, à donner du plus au peuple. Tandis que depuis 70, 72, après mai 68, hein, j'étais sur les barricades, entre parenthèses, hein, après mai 68, tout a basculé dans l'autre sens. Hein, et Attali le dit, il faut 90% de cons et 10% de gens qui réfléchissent. Oui, Attali dit lui-même d'ailleurs qu'à partir des années 70, il y a eu un virage auquel il a participé où ces gens estiment qu'il n'y a plus ce besoin d'élever le peuple dans une société qui s'autosuffit. Je dirais même qu'ils ont dit que le peuple, il faut le laisser dans la classe la plus intellectuelle la plus grande parce que ça se commande mieux. Un con se laisse mieux guider qu'un type qui réfléchit. Ouais. Eh ben, merci pour ces belles paroles. Voilà, alors là, je termine quand même. J'ai écrit un bouquin, voilà. Je fais un peu de pub, un bouquin. J'ai écrit pour ceux qui sont intéressés une petite brochure que j'offre, hein, où tout ce qu'il faut savoir sur la nutrition est marqué, hein, enfin ce que moi je pense. Il n'y a pas les 10 commandements des Georges Stone là-dedans, il y a les 10 commandements de Jean Hunziker. Alors bon, on fait pas. Je crois que ça rend service. Et qu'est-ce qu'il y a encore autrement? J'ai écrit aussi des rimes, hein, là vous les en avez lues. Je cherche un éditeur, hein, si quelqu'un veut éditer un petit fascicule de rimes, pas de problème. Voilà. Merci beaucoup pour votre accueil. Encore merci. C'est moi qui vous remercie. J'ai pu déverser un peu mon trop-plein. Très bien. Non, mais ça fera beaucoup de très bonnes informations pour les gens qui regardent cette vidéo, en espérant que ça leur donne envie d'approfondir un petit peu. Il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser mon adresse mail, hein, et puis téléphone, hein, tout ce que vous voulez. Si les gens veulent, je réponds, hein, et c'est gratuit. Hein. Je réponds au téléphone et au mail gratuitement depuis 40 ans. Bon, on mettra le mail éventuellement après le téléphone. Si les gens veulent vous contacter, ils le demanderont. Oui, voilà, le mail déjà, bon, voilà. Bah, écoutez, encore merci pour votre disponibilité. On vous souhaite une très bonne continuation. Et, à vous aussi. Merci de faire une vidéo.